C'est le principe même de cette assemblée citoyenne, un travail collectif en amont, et puis aujourd'hui un début de restitution avec ce parcours, et puis surtout ça va aller jusqu'à la fin de l'année, voire au-delà, avec tous ces exercices d'écriture, ces ateliers d'écriture, pour essayer de réussir à sortir 2 scénarios qui pourraient donner lieu à un film, justement. 4 scénarios, et attention, c'est quantique, donc ça peut devenir 8, peut-être même 16, je ne sais pas. 100. En tout cas, le maximum de scénarios possible pour justement contrer ces imaginaires que nous avons depuis des années et qui nous colonisent en fait, qui colonisent nos esprits. Et justement, voici un exemple qui infuse nos esprits depuis des décennies. Ton univers incroyable, glorifie la loi du plus fort. Et sous ton soleil implacable, tu ne redoutes que la mort. Patrie du dollar, du pétrole, tu ne connais pas la pitié. Le revolver est ton idole. Voilà, la grande messe des années 80 familiale, qui a quand même, tout à l'heure Pascal de Galatis parlait du modèle quantique. Rappelez-vous quand même de Bobby Ewing qui est mort et qui est réapparu dans la douche au bout d'une saison. Ça c'était quantique quand même, parce que c'était un rêve, un magnifique Deus ex machina. Deus ex machina. Donc on va se déconnecter du problème, en effet, et justement en essayant de sortir de ce modèle dollar, pétrole, avec une nouvelle voie, post-croissance, leadership par le cœur, et Valérie Zoido va accueillir tout de suite Hélène Le Thénault, directrice de Jean-Noël Torel Foundation et cofondatrice de Earth Leadership University. Les voici toutes les deux. Merci. Bonjour Hélène Le Thénault. Alors justement, toi Hélène Le Thénault, tu as d'abord vécu dans cet univers du dollar et du pétrole, cet univers absolument impitoyable. Alors raconte-nous un petit peu ton expérience. Alors, je vais vous faire un court récit effectivement de quelque chose de moins glamour que Dallas. Et ben, comme beaucoup de jeunes ou moins jeunes, j'avais un diplôme d'ingénieur et je me suis dit tiens, je voudrais faire un chouette boulot. Et je ne voulais pas financer des centrales à charbon au Crédit Lyonnais. Ça, c'était en 2001 et je suis partie en Chine. Et en Chine, j'ai trouvé le monde du dollar parce qu'effectivement, j'ai travaillé dans une société de marketing où on achetait de la donnée à des opérateurs de téléphone chinois pour arroser tous les Chinois de rouge à lèvres, d'ordinateurs et de voitures entre 2001 et 2003. Je suis rentrée en Europe en me disant marre de tout ça, Shanghai qui pousse comme des champignons, c'est horrible, ça me fout des crises d'angoisse. Je vais faire un vrai métier d'ingénieur vert dans les énergies renouvelables. J'ai mis mon CV partout, notamment chez Shell qui avait une branche énergie renouvelable. Et Shell m'a dit on n'a pas de place pour toi dans le solaire. Va donc en raffinerie. Voilà. Et c'est là que j'ai passé 3 ans comme ingénieur bitume dans la raffinerie de Petit-Couronne en Normandie. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Voilà. Donc c'est pas glamour du tout, parce que j'étais en équipement de production, les pieds dans le bitume et dans les colonnes de raffinage. Et c'était pas mon truc. C'était pas mon truc, et ça fait 20 ans que ça dure, où je cherche des nouveaux horizons, des nouveaux imaginaires et des nouvelles réalités aussi en face de ces imaginaires. Donc je sais pas, voilà, si tu veux que je raconte la suite, mais ça a commencé comme ça. Bah donc tu as travaillé, donc tu as été au cœur du pouvoir, hein, tu as travaillé avec des sans-cœurs, comme tu dis, et même des psychopathes. Oui. Raconte-nous alors ton expérience. L'étape suivante du feuilleton, voilà, l'épisode suivant du feuilleton après la raffinerie, c'est je me suis dit, la finance gouverne le monde, je connais pas ces trucs sur les chiffres, je me suis formée en finance d'entreprise, je suis allée travailler en direction financière, notamment dans la banque Dexia, juste avant la crise financière 2007-2008, et la faillite de Dexia.
Donc j'ai vu le grand jeu du Mistigris où on se refile des actifs pourris. Voilà, ça consiste un peu à ça. Et c'est le moment où tout à fait par hasard, j'ai rencontré le chemin d'un monsieur que vous connaissez sans doute qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, qui avait créé son cabinet Carbone 4 pour décarboner les grandes entreprises du CAC 40 et il m'a dit viens on recrute. Donc j'ai passé 6 ans à travailler avec Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean dans le cabinet Carbone 4 pour aller parler aux grands fauves du CAC 40 des enjeux du changement climatique et d'un scénario de transition énergétique et climat dans les grandes boîtes françaises. Et effectivement, dans ces comités de direction du CAC 40, auxquels on était invités pour restituer les travaux de nos études en général, j'ai découvert qu'il était complètement obscène de parler de l'intérêt général. Dire il va y avoir 500 millions de morts en Inde à cause du changement climatique, voilà, si je le fais court. Et en fait, c'est le début où j'ai vécu quelque chose sur lequel j'ai trouvé de la matière scientifique après, qui s'appelle le défaut d'empathie des dirigeants. Alors tu peux nous en dire un peu plus? Je vais en dire un peu plus, parce qu'il est prouvé scientifiquement, en psychologie, en psychiatrie, que parfois ça peut être une qualité d'avoir un peu moins d'empathie quand il faut prendre des décisions difficiles. Le problème, c'est que quand il n'y a plus du tout d'empathie, on arrive dans le registre pathologique, par exemple de la psychopathie. Donc, statistiquement, on rencontre plus de psychopathes dans les positions de pouvoir très concentrées, très puissants. Donc, statistiquement, on en rencontre 1 sur 10, au lieu de 1 sur 100 ou 2 sur 100 dans la population générale. Donc 1 sur 10, ça veut dire que dans les grandes boîtes, on en croise souvent. Ça veut dire que les 9 autres sont plutôt sympas quand même, c'est-à-dire qu'ils ont de l'empathie, mais que ça instaure une culture Dallas, quoi. Une culture Dallas, une culture du leadership froid et sans cœur, où il est même très malvenu, ne serait-ce que de sourire en réunion. J'ai une discussion avec un copain d'HEC qui me dit « Non mais si tu souris, t'as l'air d'un con. » Voilà. Donc, effectivement, avoir l'air dur et froid est une grande qualité dans certains environnements professionnels. Donc on est d'accord que ça, on est dans le cœur du problème, c'est un peu l'imaginaire qu'on souhaite quitter, cet imaginaire où finalement on laisse son cœur à la porte de l'entreprise, à la porte des institutions. Pourquoi donc a émergé finalement, toi tu as été, j'imagine, en saturation et en rupture pour faire référence à l'intervention d'avant? Après le CAC 40, effectivement, donc le feuilleton continue, l'épisode d'après, c'est que je me suis dit je vais rien arriver à faire dans ces boîtes-là, d'efficace. J'en ai marre de me consumer dans la servitude volontaire auprès d'illustres ingrats. Marre, ça c'est Sénèque, hein, pour ceux qui cherchent. Et donc, je vais aller explorer l'économie sociale. Vous le savez, dans ce pays et dans d'autres pays, il y a 10% d'économie sociale ou un impact positif. Et je me suis dit, là, je vais trouver des gens animés par le cœur. Bon. Et là, non. Et là, il y a un moment de déception quand même. Ou de confrontation réelle, on va l'appeler comme ça, parce que déjà, on fait rien sans rien. Toute organisation a un modèle économique, toute organisation a des jeux de pouvoir, et le statut ne fait pas la vertu. On peut avoir un modèle de gouvernance génial, ça veut bien dire que les personnes qui sont dedans se comportent bien. On peut rajouter une petite phrase qui est « le poisson pourri par la tête », enfin, il y en a plein d'autres comme ça. Ce qui fait que l'économie sociale, même si on a, avec des collègues, construit un super secteur dédié à la transition écologique, avec Maxime de Rostolan, Ferme d'Avenir, avec Bluebees, Finance Participative, avec des structures d'insertion, des super métiers sur le terrain, la saveur du tout, quand même, n'était pas très bonne. Donc l'épisode suivant, c'est que j'ai rencontré un grand fou parmi les leaders, pas psychopathe, pour une fois. Donc quelqu'un qui s'appelle Jean-Noël Torel, qui est un monsieur qui a plus de 75 ans aujourd'hui, et qui a à la fois la sagesse et le délire de la fin de vie. Je dis des choses assez crues parce qu'on a peu de temps. C'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, finalement, on va mettre son temps et son énergie dans ce qui compte vraiment, ou ce qui compte vraiment pour soi en tout cas. Et Jean-Noël m'a dit, écoute, je suis un peu fou, j'ai créé un fonds de dotation actionnaire, j'ai donné toutes mes actions à un fonds de dotation. Je me suis dépossédé. Je donne tout mon capital. Je vais donner un fonds de dotation. Donc, je ne suis plus actionnaire, c'est plus moi qui possède l'entreprise. Par contre, avec les dividendes qui remontent de cette activité, je veux financer des beaux projets. Et notamment, un projet sur le leadership du cœur. Parce qu'il a dit, tellement de fois, j'ai essayé de recruter des dirigeants qui avaient un beau CV, mais qui étaient animés par rien, le palpitant en rien, l'intuition en rien, l'empathie en rien. Ces formations, ça n'existe pas ou pas assez en tout cas, donc lui a dit je veux vraiment contribuer en créant ça. Donc c'est le début de cette aventure. Alors là, on est au cœur d'un nouvel imaginaire, justement parce que cette personne donc s'est dépossédée. Elle s'est dépossédée donc en créant une fondation actionnaire et elle invite finalement peut-être d'autres à le suivre en agissant au cœur du pouvoir avec intelligence du cœur et de passer de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour.
tout de suite, on va regarder un extrait d'un film qui raconte ce parcours de Heart Leadership University qui s'appelle Du cœur aux actes, agir au cœur du pouvoir. Est-ce qu'on peut lancer ? Dans les sphères du pouvoir, il y a beaucoup plus de gens dangereux, de névrosés, psychopathes par rapport à la population générale. Par qui sommes-nous dirigés ? This is all wrong. Là, il y a un caillou dans la chaussure, on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. À quel moment on en parle ? Face à cette complexité du monde, personne ne détient la vérité. On est obligé de s'entourer. On n'a pas le choix. On va assez rapidement décrire ce qu'on appelle le capitalocène. Il y a une concentration de l'argent et des pouvoirs finalement aux mains d'un infime pourcentage de la population. Et on considérait jusqu'à présent dans la gouvernance que l'enrichissement financier, que le capitalisme financier. All you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. Tout ça pour une interprétation de la gouvernance qui a favorisé l'enrichissement à très court terme sous un angle exclusivement financier. How dare you? Comment faire en sorte que le pouvoir part du bas et qu'il n'y a pas eu de contre-pouvoir au niveau réglementaire, au niveau étatique, parce que tout simplement on était dans un capitalisme connivant, parce que ceux qui s'enrichissaient dans les boards étaient aussi faiseurs de roi des présidents américains. We are more willing to invest and bail out big banks. Je crois que la sobriété va être un maître mot du modèle économique à venir. On cherche vraiment à cette notion de pyramide, potentiellement l'inverser. Et je dis aux dirigeants que je rencontre, et si vous ne le faites pas parce que vous pensez que c'est nécessaire pour le monde, vous finirez la tête en haut d'une pique et ce sera mérité. If you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. Là, on est confronté à la fin d'une histoire. Est-ce que tu veux prendre la pilule bleue ou la pilule rouge ? La recherche de sens, la recherche de pourquoi ? Parce que si on poursuit dans cet imaginaire-là, c'est la fin de la civilisation. Pourquoi ? Moi, j'avais pas l'impression d'être dans Matrix et d'être en train de me débrancher là au fur et à mesure. Comment la gouvernance peut être un chemin permanent au service de l'individu. Comment est-ce que tu veux exercer ce pouvoir ? Et l'humain, donc toute sa diversité, donc toute sa beauté, doit être géré individuellement. Est-ce que ton pouvoir, tu veux l'exercer comme un pouvoir contrôlant ? C'est le putain de facteur humain. L'actionnariat à long terme, dont les fondations actionnaires sont emblématiques, relaie le profit au second plan. La gouvernance désintéressée, c'est peut-être un chemin. La question essentielle, c'est posséder, déposséder. Quand on passe de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour, bon courage. Donc c'est un extrait d'une série qui s'appelle Du cœur aux actes. Donc posséder, déposséder, on est vraiment dans le fait justement de quitter ce fameux imaginaire du dollar et du pétrole. Raconte-nous un peu justement quel est cet imaginaire vers lequel on se dirige, l'imaginaire de la post-croissance. Je vais dire un gros mot, je peux. Hein. Ah bah écoute... Ça s'appelle une hétérotopie. Le jour où on m'a dit ça, je me suis dit... Alors, c'est pas une utopie, c'est pas une dystopie. C'est un espèce d'espace différent dans lequel, en fait, il se passe déjà des choses fantastiques aujourd'hui. Vous avez vu très rapidement à l'écran Alexis Nollet, le patron d'une entreprise qui s'appelle Ultérien en Bourgogne. C'est une boîte passionnante à découvrir par son cœur de métier, sa gouvernance, la façon dont ils font les choses, la redistribution de la richesse sur le territoire. Il y a toujours une réflexion du dirigeant au départ sur finalement quand il se lève le matin, pourquoi faire, quoi. Pourquoi faire, avec qui, comment, dans quelle relation avec le monde. Pas juste les relations avec les personnes, mais dans quelle relation avec le monde. Donc cet imaginaire, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est un imaginaire qui existe déjà, mais qui est très caché, qui est peu visible, qui est d'ailleurs peu relayé dans les médias. Les Alexis Nollet, heureusement il y en a d'autres, mais on ne les connaît pas. Et c'est ce qu'on s'est donné un peu comme mission donc dans cette université, Heart Leadership University, qui est de mettre en récit
avec Valérie par exemple pour cette web-série, aussi avec des études de cas, avec différents formats, mettre en récit ces réalités qui existent déjà, à la fois pour les partager et surtout pour emporter aussi une nouvelle émotion, emporter un nouveau rêve. Ce matin, j'étais avec ma collègue au réseau Entreprendre, qui est un réseau d'entrepreneurs national, et je leur ai dit, j'aurais raté mon intervention si je ne vous ai pas touché au cœur, si je n'ai pas parlé à votre cœur. Mais c'est devenu un gros mot de parler du cœur. C'est-à-dire les gens sont dans une matérialité assez forte. Donc redonner toute sa place aux émotions dans la vie économique, c'est pas du tout évident. Donc en tout cas, la mission qu'on s'est donnée nous, c'est faire bouger les imaginaires et accompagner l'évolution de la pratique des leaders aussi, parce que les imaginaires c'est bien, mais la réalité c'est bien aussi. Donc en fédérant un premier noyau de mouvements dirigeants, il y en a qui sont dans la salle, je sais qu'on va les voir tout à l'heure, mais en fédérant déjà ces forces vives qui sont là. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que cet imaginaire, il est là, mais il est caché. Et même, si on va jusqu'au bout de cette idée-là, des gens comme Jean-Noël, qui sont assez fous pour soutenir Valérie, pour produire ce genre de production, il n'y en a pas assez. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je dis que il faut un petit grain de folie, ou en tout cas d'une approche suffisamment punk de la réalité et d'une volonté de changement pour porter ce genre de récit. Voilà. Et qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs, que ce soit des acteurs publics ou des acteurs philanthropes privés, préfèrent financer des sujets très consensuels, en fait. Donc là, je mets les pieds dans le plat, mais je le dis, financer, mettre à l'écran ce type de nouveaux acteurs et nouveaux récits, c'est pas du tout évident. Ça, c'est sûr. Mais alors, redéfinis-nous un petit peu l'intelligence du cœur. Tu dis souvent que c'est le courage, l'intuition et l'empathie. Oui, alors je voudrais partager avec vous, en tout cas, le travail expérimental et de recherche qui a été fait avec nos dirigeants et avec des chercheurs en sociologie et en psychologie. L'intelligence du cœur, c'est pas être gentil et bisounours le matin en venant au travail. C'est pas être bienveillant. C'est pas avoir un gros quotient émotionnel. Ça peut être ça, mais c'est pas que ça. Et donc on a fait tout un travail en recherche académique pour faire le tour de 3 aptitudes clés d'un leader, que sont l'empathie. Donc on l'a dit au départ, un défaut, voire une absence totale d'empathie est un problème. Et même si on a des niveaux bas d'empathie, on peut s'entourer de gens plus empathiques, donc il vaut mieux le savoir. L'intuition pour le monde qui vient. Donc les défis du XXIe siècle sont énormes. Bon, il n'y a pas que le changement climatique, il y a l'accroissement des inégalités, les usages abusifs numériques, plein d'autres. Donc l'intelligence artificielle. Voilà, et donc l'intuition du dirigeant, elle est fondamentale. Et que lui-même sache écouter son intuition et que ses collaborateurs aussi participent à cette intuition collective et parfois acceptent d'écouter l'intuition d'un tel ou bidule est essentiel. Parce que le monde est complexe. Et le troisième, sans lequel rien n'arrive, c'est la magie de l'intelligence du cœur, c'est le courage. Vous connaissez la maxime « à cœur vaillant, rien d'impossible ». Donc il y a un vieux sens du mot « cœur » qui est le courage, qui est aussi d'ailleurs un sens dans la médecine chinoise, qui est que en fait le siège de l'esprit chez les Chinois, il n'est pas là, il est là, c'est le cœur. Et donc dans les intestins aussi. Oui, absolument, dans les intestins aussi. Mais alors les tripes, on y reviendra. L'intuition, elle passe beaucoup par les tripes, c'est ce que les Anglais appellent gut feelings. Mais pour revenir aux 3 polarités de l'intelligence du cœur, l'intuition, l'empathie et le courage, sans lequel il ne se passe rien. Alors, je vous ai parlé des grands dirigeants psychopathes ou à défaut d'empathie. Je voudrais pouvoir vous parler des dirigeants pas courageux. Bon, c'est aussi une tare. Voilà. On peut être très empathique et pas courageux du tout. Mais courageux, pourquoi, au nom de quoi, pour se battre, sur quelle valeur, pour arriver où? Donc, aider des dirigeants qui souhaitent à travailler le courage de passer aux actes, c'est aussi ce qu'on essaye de faire. Voilà, au sein de cette université. Et alors justement, si on prototypait, si on cartographiait ce nouvel imaginaire de la post-croissance, on pourrait considérer que donc il y a la mort du vivant, il y a une nouvelle gouvernance, une nouvelle comptabilité, de l'éthique. Alors oui, et ça tient en un seul mot, la nature et la qualité des relations avec ce qui nous entoure. Une fois que j'ai dit ça, c'est est-ce qu'on a un comportement extractif et prédateur par rapport aux ressources naturelles, par rapport aux collaborateurs? Est-ce qu'il y a un partage de la valeur qui est sain ou pas? Est-ce qu'on s'accapare tout ce qui est créé ou pas? Donc la nature et la qualité des relations, c'est à la fois les relations du quotidien, mais c'est aussi les structures qui permettent de maintenir cette qualité de relation. C'est aussi le produit qu'on vend. Si on est entrepreneur ou dirigeant, qu'est-ce qu'on met sur le marché? J'ai fait faire une étude des cas à des étudiants sur la chaîne de valeur du cacao
Ils ont en 2 heures trouvé des informations sur une entreprise qui s'appelle Barry Callebaut, qui est un importateur et transformateur de fèves de cacao, issu de Côte d'Ivoire. Bon, il faut pas plus de 2 heures pour trouver qu'il y a de l'esclavage d'enfants en Côte d'Ivoire, qu'on épand des pesticides périmés, sans équipement de production, dans des conditions humaines et écologiques lamentables. Et que ça fait l'essentiel du cacao qu'ensuite on mange dans notre chocolat en Europe. Bon. Il y a quelque part des personnes qui ont cette responsabilité de dire je continue ou j'arrête. Donc la nature des relations qu'on a avec le monde vivant est essentielle. Et le reste, c'est la forme, j'ai envie de dire, c'est la boîte à outils. Mais finalement, on a fait tout un boulot sur les fondamentaux de l'éthique. C'est encore un gros mot, hein, mais l'éthique, en grec, c'est ethos et ethos, c'est la fidélité à soi-même et ses valeurs. Et c'est la qualité de la relation et l'équilibre des relations avec ce qui nous entoure. Bon, alors l'éthique, c'est un peu désuet, quoi. C'est pas Dallas, on est d'accord, mais ben, finalement, c'est quand même pas mal de retourner voir ce que les penseurs, Aristote et d'autres, hein, on dit sur l'éthique. Donc, oui, en tant que dirigeant, concrètement, il y a des choses à changer dans l'offre, éco-conception, dans la gouvernance, dans le partage de la valeur créée, dans les indicateurs de création de richesse. Si on a une comptabilité purement monétaire, on ne voit pas exactement ce qu'on est en train de faire. Donc, on a fait des modules sur la comptabilité au triple capital et sur tout ce qu'on a appelé le cœur collectif. Est-ce que tu peux peut-être juste expliquer ce que c'est que la comptabilité en triple capital pour ceux qui... C'est quoi le triple capital ? En fait, la comptabilité avec un seul capital, c'est le capital financier. Il y a des investisseurs qui mettent du capital dans une aventure économique, ça se développe et il y a un rendement sur le capital. Ça, c'est très simple. Ça part du principe que la Terre est plate. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite de ressources naturelles. On ne considère pas la déplétion ou l'appauvrissement du capital naturel. Donc un monsieur la fameuse pensée linéaire dont parlait Pascal Deguet. Oui, et en fait, Jacques Richard, qui est un professeur émérite de comptabilité à Paris-Dauphine, nous explique très bien qu'il est temps de faire la révolution copernicienne en comptabilité et dire non, la Terre est ronde. Pour produire ça, il faut du capital financier, mais il faut aussi des ressources naturelles et des humains. S'il n'y a plus de ressources naturelles, on n'a plus ça. Et on ne peut plus créer de richesse. C'est une bêtise inouïe, mais la pratique, ça consiste à développer un autre cadre de comptabilité où les 3 capitaux sont à même niveau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... On dit que les capitaux ne sont pas substituables. Donc ça permet d'intégrer la question du capital naturel dans le modèle économique. Donc capital humain, capital social, capital environnemental... Donc tout ça fait que tu formes, et avec d'autres experts, des dirigeants à cette intelligence du cœur pour justement donc engendrer, créer un nouveau paradigme d'une société compatible avec le vivant, et ça passe par les entreprises. Donc on va lancer un petit teaser qui raconte donc cette fameuse formation qui forme les leaders d'aujourd'hui, les leaders de demain, et qui se veut être un peu le post-Harvard finalement, voilà, et donc d'un modèle inspiré par la vie et animé par le cœur. Alors on lance le... Avant HLU, j'étais engluée dans des croyances qui m'empêchaient d'agir. Je suis en colère. J'avais atteint ce que je croyais être, ce que je voulais être. Et en fait, non. Moi, j'y arrive pas. J'essayais de me conformer. J'essayais de me suradapter. Et j'en ai eu marre de me suradapter. Je savais ce que je ne voulais plus, mais je ne savais pas encore ce que je voulais. J'ai pris conscience de toutes ces fois, peut-être toutes les fois, où j'aurais dû plus m'écouter. C'est pas possible que l'argent guide ma vie. Ça sert à quoi ce que je fais ? À quoi peut donc servir l'entreprise dans cette transformation de la société ? On est dans une situation inédite dans l'humanité. On descend des décisions, des projets d'en haut, et on se prive, on ne sait pas capter l'intelligence et l'envie de contribuer des gens. Pour passer d'un monde de compétition à un monde de coopération. Individuellement, collectivement, ne devrait-on pas accepter d'être ce vrai enfant plutôt que d'être ces faux adultes ? Ce parcours, il est construit pour des dirigeants, pour des entrepreneurs. Et je crois au fait que chacun peut se transformer. J'ai l'intuition que cette formation va m'aider dans le développement de mon cabinet. C'est la formation ou la transformation où on apprend à être à sa juste place. Comment, avec HLU, on pourrait donner une vision différente de la finalité de l'entreprise, du capitalisme et de l'économie ? Pour moi, c'est un board game. Chacun entre dans ce board game à un endroit différent et choisit un parcours différent. C'est un peu l'école Montessori des dirigeants.
Et j'ai vécu un truc extraordinaire. J'ai beaucoup appris, j'ai vibré avec vos émotions. Ça a été un temps de partage, de joie, d'échange, d'une richesse que j'ai peu connue dans ma vie. Je me connais mieux. HLU m'a mis un coup de projecteur d'éclairage de mon fonctionnement et de l'impact que ça a sur mes actions en tant que leader. J'ai gagné en confiance. Mais aussi HLU m'a permis de prendre conscience de qui j'étais et de m'assumer moi-même. C'est un hasard que chaque étape de ces 18 mois soit autant en miroir entre ma vie perso, ma vie pro et le parcours HLU bien sûr commun. Je m'accorde le droit d'amener mes émotions sur le monde de mon travail. Et ça, c'est déjà pour moi une grande transformation. Je suis passé du devoir à l'amour. Cette part du cœur est éminemment subversive. Ces 18 mois m'auront aussi permis de comprendre et accepter que je serai surtout imparfait. Au bout de 18 mois, j'agis différemment. Le plus dur, c'est de transmettre une éthique et une culture. Nous sommes entreprise à mission depuis le mois de décembre. Et ça, c'est ma grande fierté. On s'est donné comme ambition d'atteindre la neutralité carbone en 2030. L'idée, c'est donner l'intention et donner l'autonomie. Comment intégrer une nouvelle gouvernance pour impliquer les salariés dans partager la valeur. C'est un combat que je mène depuis plus d'un an et qu'HLU m'a aidé à mener. Je commence à recruter des collaborateurs et je pose quelques questions. Qui vous êtes? Et décrivez-moi les situations dans lesquelles vous avez ressenti de la joie, de la peur, de la colère et de la tristesse. Comment nous traitons dans nos entreprises, nos collaborateurs, mais aussi nos fournisseurs, mais aussi nos clients. L'important, ce sont les liens et la confiance. Mon rêve, il est d'écrire des modèles économiques qui soient dans le sens de l'économie du lien. Est-ce que l'entreprise ne serait pas un lieu de vie, d'épanouissement et de contribution à condition qu'on ait un projet enthousiasmant? Est-ce qu'il y a un impact environnemental dans les solutions qu'on propose? N'importe qui, dans n'importe quelle entreprise, peut prendre soin du vivant. Je dois m'autoriser à être. Je saurais dire non pour les bonnes raisons plutôt que oui pour les mauvaises. Simplement parce que je m'écouterais. Je ne serais plus le cynisme, l'égoïsme, la misogynie, la méchanceté gratuite, la destruction et la fuite en avant. Et je veux faire le pari de l'amour au sein de l'entreprise. On ne peut plus monter aujourd'hui un seul business qui ne soit pas utile au monde, qui gagne de l'argent mais qui ne soit pas utile au monde. C'est plus possible. Gérer une stratégie d'acquisition et de partenariat pour faire grandir l'écosystème positif autour de la boîte. Plus nous ferons quelque chose pour un monde meilleur, plus ceci deviendra une réalité. On va aller tisser ce fil d'or pour réconcilier l'irréconciliable. Nous devons, nous chefs d'entreprise, nous en responsabilité, nous avec du pouvoir, mettre l'économie au service de la vie. Alors, on va accueillir tout de suite les héros du film. Donc, Frédéric Jobert, Anne Charpie et Florence Guéby, si elle est là. Si. Ouais. Donc, dans le genre nouveaux imaginaires du leadership, c'est Frédéric Jobert qui a composé la musique du film, en plus d'être un dirigeant du cœur. Florence Guémy, directrice générale de Bayard, et Anne Charpie, fondatrice de Voisins Malins et directrice de Voisins Malins. Donc merci d'être là, merci de créer un nouvel imaginaire du leadership. Alors, bonjour Frédéric Jobert. Bonjour Solène. Donc comment en fait on reste un vrai enfant plutôt que d'être de faux adulte, pour te citer dans le texte? C'est moi qui dois répondre à cette question. C'est toi qui dois répondre à cette question. Comment est-ce qu'on reste Alors en fait, je pense qu'on peut redevenir un vrai enfant, parce que on est tous certainement devenus, ou en train de devenir, parce qu'il y a des gens qui sont très jeunes dans la salle, parce que j'ai ma fille qui a 17 ans qui est là, donc je pense qu'on est en train de lui expliquer comment devenir un faux adulte.
tous les jours, depuis quelques années, pendant encore un bon bout de temps, jusqu'au jour, peut-être aujourd'hui, peut-être déjà, j'espère, on peut redevenir l'enfant qu'on était. Alors un vrai enfant, je sais pas, il y a pas c'est un pléonasme, en fait, on peut redevenir en partie un enfant. Et très certainement que la réponse à ça, comment on fait? D'abord en s'écoutant un peu plus. On a beaucoup parlé de l'intuition juste avant, en écoutant ses intuitions, en écoutant ce qui se passe à l'intérieur de soi, en laissant un petit peu de côté ce qu'on nous donne comme injonction, et très certainement aussi en ayant la chance de pouvoir le faire par des rencontres ou dans son parcours, comme ça a été le cas notamment pour nous trois, mais nous 12 ou 15 dirigeants qui avons suivi le parcours HLE. Et alors justement, s'écouter, renouer avec son enfant intérieur, sur le terrain, on va pas se mentir, c'est quand même difficile quand on est DG d'une grosse boîte, d'un groupe de presse en ce qui te concerne. Ça se passe comment l'intelligence du cœur dans le quotidien? Alors déjà, grosse boîte, faut pas exagérer. Hein. Je travaille à Bayard, c'est une entreprise moyenne de médias. L'intelligence du cœur, c'est, je crois, avant tout, penser à son public, penser à la personne qui est derrière ce que nous faisons. C'est ne pas penser à soi, c'est ne pas penser à son pouvoir, c'est ne pas penser à l'art de paraître, mais effectivement de penser au bien que nous allons faire, parce que les publications, en l'occurrence nous produisons des titres de presse et d'édition, ces publications vont toucher au cœur de nos publics, vont les aider à grandir, vont les aider à être soi, vont les aider à se révéler à eux-mêmes. Et ça, c'est la première chose à avoir en permanence au fond de soi, dans une entreprise comme la nôtre qui vit dans un monde très difficile, très complexe, en pleine transformation, en pleine crise. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile de survivre, c'est des questions de survie. Et donc, malgré cette survie que nous devons évidemment préserver, c'est ne jamais oublier à qui nous parlons et ne pas faire de compromis, et encore moins de compromission dans nos modèles économiques, parce que c'est toujours extrêmement tentant de se dire, là, effectivement, on va capturer un petit peu d'argent et ça va nous faire du bien, mais oui, mais à quel prix cet argent nous revient. Donc c'est se poser la question des dilemmes en permanence et de les instruire dans l'entreprise comme un modèle de gouvernance et de réflexion pour chacun. Et alors, Anne Charpie, toi, tu es fondatrice de Voisins Malins, tu es proche donc des quartiers, parfois des oubliés, des invisibles. Et concrètement, pour toi, comment t'es passé du cœur aux actes, et notamment après HLU, même s'il y avait beaucoup de choses déjà que tu mettais en place avant HLU, mais comment tu es passé du cœur aux actes? Alors, HLU, je suis venue en me disant, moi je ne suis pas une dirigeante d'entreprise. Déjà pour commencer, j'étais très reconnaissante que Hélène m'ait proposé de venir. Et j'avais déjà fait un pas de côté puisque j'avais créé cette association Voisins Malins il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans. Et donc, j'avais besoin de m'ouvrir à d'autres entrepreneurs plus classiques, de mieux comprendre les enjeux du vivant. Voisins Malins agit dans les quartiers populaires et redonne du pouvoir d'agir aux habitants eux-mêmes en leur permettant de comprendre des sujets qui les concernent dans leur vie de tous les jours et d'aller en porte-à-porte, informer, engager le dialogue avec tous leurs voisins dans le quartier pour qu'ils comprennent et qu'ils agissent, qu'ils vivent mieux et qu'ils trouvent leur place. Bref, donc je dirais, comment HLU m'a aidé à me transformer? Finalement, je me suis rendu compte déjà que mon sujet profond, mon message au monde, c'était que, en tout cas ce qui me hérissait, c'est de voir le monde se disloquer et de voir qu'on était tous, on n'avait plus de récit commun. Et donc c'est finalement ce que moi, mon engagement, en tout cas ce qui m'inspire, c'est de permettre que les gens continuent à se parler et partagent un récit commun et un récit désirable. Et ça, grâce à HLU, j'ai pris conscience de ça. Et donc, il y a l'image du kintsugi, qui est un art japonais qui consiste à recoller des bols cassés avec un fil d'or et à montrer, les cicatrices en faisant un bol encore plus beau avec ce fil doré. Et finalement, le fil doré, j'en ai pris conscience chez HLU et c'est notamment une forme de liberté pour écouter ma voix intérieure. Alors on parle d'intuition aussi, de courage pour faire des choix qui sont parfois destructifs. Et je dirais quand on dirige Voisins Malins, il y a des conséquences en termes de
voilà, de vie, de confort de vie. Enfin, je dirais, c'est beaucoup de bonheur et de plaisir, de rencontres, d'épanouissement, mais c'est quand même des choix différents sur le plan économique. Et puis, enfin, c'est l'authenticité. Donc, je dirais que dans nos discussions, on a pu parler vrai, et j'ai été bluffée par tous ces dirigeants, en réalité, leur courage, et leur capacité derrière à se transformer aussi. Donc moi, maintenant, j'ai lâché le pouvoir. Voilà, c'est ça. Il me restait encore un peu de pouvoir parce que j'étais directrice générale, et c'est aussi à ça que ça m'a permis d'aboutir à chez lui. Merci, j'étais un peu longue. Non, pas du tout. Donc, vous incarnez vraiment la fin donc, de l'imaginaire du dollar et du pétrole. Et alors, justement, Voisin Malin donc aide l'Assemblée citoyenne des imaginaires pour que les questionnaires soient diffusés dans les quartiers. On va organiser des ateliers d'intelligence collective aussi dans les quartiers. Alors raconte-nous, parce que donc hier tu étais à Évry et donc il y a eu ces premières réceptions d'imaginaires. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors j'étais mardi soir à Évry avec une équipe de 12 voisins malins qui étaient extrêmement variés. La plus jeune avait 25 ans, la plus âgée avait 75 ans, et on avait des personnes qui, à elles toutes, parlent 10 langues. On avait qui venaient avec leur histoire, leur culture, leurs valeurs. Et donc, on leur a parlé des nouveaux imaginaires de la transition. Alors, c'est pas comme ça qu'on l'a dit, mais enfin, ils se disaient, ok, c'est important en effet. Et puis, ils rentrent dans le questionnaire. Et là, le questionnaire, en fait, ça parle de soi. Donc, ils ont joué le jeu. Et ensuite, on a un petit peu débriefé. Et en gros, ils disaient, mais c'est bizarre. Pourquoi finalement il y en a une qui dit, mais je vois pas le rapport entre les questions, vous l'avez fait le questionnaire, je suppose, hein, je vois pas le rapport entre les questions et cette histoire de transition écologique. Alors il y en a un autre qui dit, bah si en fait, ça commence aujourd'hui, en fait c'est nous qui avons ce pouvoir, et puis là, ce qu'on nous propose, c'est pour une fois de pas devoir rentrer dans des cases, d'être nous-mêmes et de ne pas être assigné à une case, donc par des pouvoirs, et de créer notre récit. Donc on va pouvoir prendre la parole. Enfin, franchement, il y avait un enthousiasme. Et alors, il y en a une qui disait, moi, au Rwanda, mes parents étaient cultivateurs, et il y avait quelque chose, et maintenant on va revenir à ça. Enfin, je redécouvre finalement qu'on avait de la chance, et que, voilà, donc et il n'y a pas besoin d'être docteur, et voilà, enfin bon, c'est une chance inouïe. Et donc, ils disent, mais aujourd'hui, on est tous différents, on arrive avec nos cultures, chacun. Donc il y avait, je vous dis, il y avait 10 nationalités différentes qui travaillent ensemble et qui construisent ce projet ensemble dans leur quartier. Et nous ici, voilà, on vit déjà le monde de demain, en fait. On échange, on discute, on n'est pas toujours d'accord. Et ensuite, on va voir les gens. Et les gens, on leur explique. Et les gens, ils s'intéressent. Et voilà, et ça leur permet d'accéder, je sais pas quoi, d'ouvrir des droits, de participer à des réunions, de mieux comprendre comment fonctionne l'école de leurs enfants, etc. Donc ça, c'est nous qui le faisons. Et on fait parce qu'on arrive à le faire ensemble. Et aujourd'hui, nos valeurs qui étaient des valeurs, qui sont des valeurs familiales, qui sont des valeurs où on fait attention à l'autre, eh bien, on sait que c'est le moment, qu'elles vont reprendre leur place. C'est de ça qu'on a envie, et voilà, c'est ça qu'ils avaient à dire. Donc j'ai trouvé ça génial finalement. Merci Valérie. Bah écoutez, reprendre sa place, reprendre le stylo finalement pour reprendre sa vie en main. Dans le fond, c'est toujours un peu le même fil conducteur, c'est l'empuissantement citoyen, croire aux citoyens. Et pour terminer, c'est un petit peu ce que vous faites. Donc Fred et Anne, là, vous êtes dans un projet d'assurance inclusive. Alors c'est moi qui réponds du coup. Eh ben, on est en train de faire la même chose sur un domaine particulier économique qui est le monde de l'assurance, qui est bien le cœur du réacteur du système, enfin les assureurs, les banquiers. On est en train de faire la même chose que ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire de nouveaux récits finalement, en allant dans les quartiers, demander à des gens qui sont des habitants quels seraient leurs nouveaux récits sur ce sujet particulier, qui est leur sujet, de leur assurance habitation, enfin de leur quotidien, avec leur assurance habitation, leur assurance voiture,
etc. Pour imaginer qu'effectivement on en revienne à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire une meilleure répartition de la valeur, des gens qui n'ont pas une cascade de marge complètement aberrante avec des assureurs derrière qui gagnent de l'argent et des gens qui sont floués, du réemploi, de l'argent et de l'économie réinvestie dans les quartiers par le biais des voisins de malins, etc. Donc on est exactement dans un cas pratique, et c'est encore une fois HLU qui nous a permis tout au moins la rencontre, parce que moi je venais du monde de l'assurance, la rencontre avec voisins malins. D'ailleurs on voit dans le film aussi Cyril, c'est celui qui parle des pics, des têtes sur les pics, vous l'avez tous retenu, qui participe à l'aventure. Donc tout ça pour dire que voilà, HLU a aussi permis une externalité, entre autres une externalité positive, qui est cette rencontre de plusieurs acteurs qui se posent la question de comment est-ce que, en étant au cœur du système, puisqu'encore une fois on est vraiment sur un domaine qui on ne peut plus système et économique actuel, comment est-ce qu'on peut l'opérer de façon différente, et comment est-ce qu'on peut non pas transformer par la rupture, puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais muter, c'était la mutation. Voilà, comment est-ce qu'on peut opérer une mutation plutôt qu'une transformation sur un sujet parfois aussi polémique que le monde de l'assurance. Voilà. Et surtout, ce qu'il y a en commun, c'est créer un contrat social autour de la confiance. Pas du tout. Si, c'est ça, Valérie. Ah, quand même. Ils sont durs aujourd'hui avec moi. Heureusement que vous êtes là. Donc, du coup, un grand merci. Si vous voulez retrouver les aventures du cœur aux actes, c'est sur la chaîne YouTube de Heart Leadership University. Et voilà, et un grand merci d'incarner ce nouveau leadership par le cœur, et de nous permettre de quitter l'imaginaire du dollar et du pétrole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à toutes et à Frédéric. Donc merci à toutes les quatre et à Frédéric. Et vous l'avez compris, nos invités de cette table ronde, de cette présentation, ont certainement pris la pilule rouge pour se déconnecter de la matrice. Pilule rouge, pilule bleue, ça vous rappelle quelque chose? Forcément. Qui avait l'air plus vrai que la réalité. Si tu étais incapable de sortir d'un de ces rêves, comment ferais-tu la différence entre le monde du rêve et le monde réel? Qu'est-ce qui m'arrive? La réponse est là-bas, Néo. C'est la question qui nous anime tous. C'est quoi la matrice? La matrice est le monde qu'ils ont placé devant ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Ils te surveillent, Néo. L'espèce humaine est une maladie. Vous êtes le cancer de cette planète. Et nous sommes l'antidote. Fais-moi sortir tout de suite! Bienvenue dans le monde réel. Alors tu es là pour sauver le monde? T'as besoin de quoi? Des armes. Un maximum d'armes. Personne n'a jamais pris ce genre de risque. C'est pour ça qu'on va réussir. Mets ta ceinture, Alice. Et bon voyage au pays des merveilles. Il est impossible de décrire la matrice. Tu devras l'explorer. Voilà pour cette histoire de pilule rouge et de pilule bleue. D'ailleurs, quand vous êtes arrivé tout à l'heure, on vous a certainement invité à écrire vos rêves dans des petites pilules. On les ouvrira tout à l'heure en fin de journée. Mais maintenant, on va se poser la question de savoir ce qu'est le vivant à l'échelle individuelle. Valérie? J'ai eu un grand oubli. J'ai oublié les questions-réponses avec le public.
Excusez-moi, c'est l'imperfection. Donc je m'en veux vraiment beaucoup d'avoir... Ah ouais, je m'en veux énormément. J'ai zappé les questions-réponses avec Hélène, avec les dirigeants. Je vais terminer la tête en une pique, hein, c'est ça. Donc bon bah écoutez, je suis désolée, c'est le côté organique. Est-ce que on peut envisager donc des questions-réponses pendant le déjeuner, ou est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait vraiment une question hyper importante à poser à Hélène Le Thénault et aux dirigeants? Ah voilà, pardon, hein, mais on fait quand même, c'est important. Voilà. Je vais faire très court. Bonjour, Dominique Pialot, journaliste. Je voulais poser une question aux participants, enfin, et puis globalement à vous tous là autour du projet que vous menez avec Hélène, parce qu'en fait on voit bien, et puis il se trouve que j'ai eu l'occasion d'en croiser certaines d'entre vous dans le passé, que vous êtes toutes déjà, tous et toutes, vous aviez déjà fait, comme quelqu'un a dit, un pas de côté dans la bonne direction sur ce chemin du cœur. Voilà. Comment vous envisagez de faire tache d'huile, d'essayer d'embarquer, peut-être pas jusqu'aux psychopathes, mais en tout cas au moins ceux qui manquent de courage, par exemple. Enfin voilà, aller au-delà d'un cercle de déjà semi-convaincus. Merci beaucoup. Merci. Alors du coup, comment on fait pour embarquer voilà, Frédéric Jobert. Alors en vérité, je ne sais pas ce qu'est un pas de côté. Moi, quand j'ai rencontré HLU, j'étais peut-être en train de faire un pas de côté. Mais en l'occurrence, ça faisait 20 ans que je travaillais et j'ai été moi aussi un produit de l'école française. J'ai fait une bonne école d'ingénieur, j'ai travaillé dans un cabinet d'audit, j'étais contrôleur de gestion, directeur financier, j'ai bossé dans l'assurance. Alors en l'occurrence, j'ai quitté ma boîte. Donc le pas de côté, pas tout le monde. Alors Hélène, évidemment, a fait plein de pas de côté, elle vous racontait tout à l'heure depuis un paquet de temps, mais je suis pas sûr que dans tous les dirigeants qui ont participé ou qui sont en train de participer, puisque évidemment HLU continue à avoir des promos, je suis pas sûr que tout le monde avait fait le pas de côté avant est-ce que c'est HLU qui fait faire le pas de côté? Non, mais en tout cas, il s'avère qu'à un moment donné, le pas de côté, il peut être fait parce qu'on prend une conscience, parce qu'on rencontre des gens et qu'on a des expériences. Il n'y a pas que des gens engagés qui participent à ce mouvement. Et pour répondre à votre question, comment est-ce qu'on fait tache d'huile? Mais peut-être que la réponse est aussi, dans ce que tu disais tout à l'heure, la physicienne quantique, donc je me rappelle. Pascal de Gaëlatis. Pascal. Peut-être qu'il faut se détacher du problème déjà, et que finalement le fait d'être en train de faire quelque chose n'est pas en train de répondre à une problématique. Ça c'est la première. Enfin, je pense que tout ce qu'elle disait tout à l'heure m'a beaucoup fait a beaucoup eu d'écho par rapport à ce que je suis en train de faire ou de ce qui s'est passé au sein de HLU. Et je pense que la meilleure réponse à ça, c'est qu'est-ce qu'on fait demain. Alors ça peut être la promotion qu'on peut faire de HLU, comme ça peut être le cas aujourd'hui, comme c'est ce que chacun des participants peut avoir à cœur aujourd'hui, de transmettre comme message et de promouvoir ce mouvement en appelant d'autres dirigeants à y participer, etc. Mais au-delà de ça, je pense que c'est surtout ce que chacun d'entre nous met en place dans son quotidien, sans avoir envie ni de convaincre les autres, ni de transformer les autres, mais simplement de faire. Donc le projet à notre hauteur, dont je vous parlais tout à l'heure avec Anne et Voisin Malin, ce qu'a pu faire Florence Guémy chez Bayard, etc. Enfin, c'est ça la meilleure façon d'essaimer, c'est certainement de le faire sans avoir d'autres ambitions que d'être dans ce mouvement. Voilà, je pense que et sans ambition et sans prétention non plus d'avoir envie de changer les autres, quoi. Merci. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, comme Valérie est partie. Non, je crois qu'il n'y a plus de questions. Valérie, tu vas pouvoir continuer. Si, il y a encore une question. Il y a une question. Il y a une dame avant vous là-bas. Plein de questions. Oui, bonjour, Sonia Delay. Donc oui, je vous écoute parler depuis le début et c'est évidemment passionnant. Je pense qu'on est tous un peu convaincus ici. En fait, si vous voulez, moi, il y a 25 ans, j'ai travaillé pour Attac, à ses tout débuts, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez l'association pour la taxation des transactions pour l'aide aux citoyens. Et c'était bien évidemment des sujets qui étaient abordés. Et moi, ma grande question que je me pose, c'est que tout ça, c'est super de former des gens à l'empathie, l'intuition, de leur dire d'être plus humains. Mais comment est-ce qu'on fait tant qu'on est assis sur un système en fait boursier qui pousse à la performance, quoi.
Donc parce qu'on peut pas, enfin les dirigeants du coup ils sont sans arrêt poussés à la performance et donc on recrute pas non plus des gens empathiques et etc. à cause de ça. Donc c'est comment on fait, voilà. Alors peut-être qu'Hélène, si elle est encore là, elle peut répondre. Alors parce que il me semble que tout part du recrutement. En fait, il y a les personnes et les structures. Si j'essaye de faire une réponse la plus courte possible, quelle personne, dans quelle structure, avec quelles règles du jeu? En fait, c'est bête, hein, c'est d'une simplicité inouïe. Donc, je parlais tout à l'heure d'Alexis Nollet, qui est dirigeant d'une entreprise en Bourgogne, qui est une très belle entreprise. Il n'a pas un actionnariat boursier. Il a à son capital 2 fonds d'investissement à impact, donc des investisseurs qui attendent autre chose que seulement un retour sur le capital investi. Donc ça, c'est sur la partie des structures. Et sur la partie des personnes et des recrutements, c'est pas un hasard que Alexis Nollet soit arrivé à faire ça, parce que finalement, ça répond à ses aspirations profondes. Et donc, je vous invite à lire un excellent livre qui s'appelle « Histoire de l'autorité », qui explique très bien qu'au fil de l'histoire, l'autorité est légitime en échange de protection. Là où le système commence à fonctionner de travers, c'est quand on a laissé grossir des grandes structures et des mammouths qui n'assurent plus ni la protection de leurs salariés, ni la protection de leurs fournisseurs, ni celle de leurs clients parfois, ni celle des générations futures. Et donc ces structures-là deviennent en théorie illégitimes, sauf que même si Cyril dit on va mettre les têtes sur les pics, personne ne va aller couper des têtes soi-même, c'est pas non plus désirable. Donc la question c'est qu'il y a des responsabilités à tous les étages et en particulier dans la strate de gouvernance, dans l'actionnariat quel qu'il soit, dans le choix d'un directeur général. On donne les manettes à qui ? Et Florence en parlerait très bien aussi, parce que la gouvernance de Bayard est très atypique. Hein. C'est un schéma où l'actionnariat est non-profit par définition, parce que c'est une congrégation. Et donc le choix des dirigeants est très spécifique. Effectivement, dans un modèle totalement boursier, on va choisir des DG qui vont être des chasseurs de primes. Et c'est pas étonnant. Voilà. Donc c'est la responsabilité de chacun et le pouvoir de chacun de choisir d'aller travailler dans telle boîte ou pas, d'acheter tel ou tel objet ou pas, de mettre son épargne dans tel ou tel support. Donc à la fin, c'est un système qui est lié. Donc je ne pense pas qu'il y a une seule personne responsable, mais plus on connaît le système, plus on trouve des façons différentes d'arriver à un résultat différent. Voilà. J'étais un peu long. Donc allumer une bougie plutôt que de maudire l'obscurité et de faire un choix au quotidien, que ce soit à travers le vote, la consommation et les personnes desquelles on choisit de s'entourer. Merci beaucoup. Il n'y a plus d'autres questions. On va pouvoir peut-être passer à la séquence suivante, à la pause. Alors on a perdu, du coup, c'est le bordel, on a perdu Sébastien. Merci Valérie, merci. Ce que je vous propose, comme il y a pas mal de monde qui s'est levé déjà, et je peux le comprendre, pour prendre un café, un petit gâteau, et comme Pascal de Galatis nous parle d'envie et pas de besoin, là il y a une envie de café, une envie de gâteau. Donc allez-y, pause 15 minutes, et on se retrouve dans un instant. Ah. C'est rigolo, hein.